parce que la santé c'est important, être en bonne santé c'est une aspiration à laquelle on essaye tous qu'on essaye tous d'atteindre de plus en plus. On fait partie de cette génération qui est en train de connaître des progrès en termes d'espérance de vie extraordinaire, et on est en train de vivre quelque chose qui est une grande promesse. Il y a même des gens qui annoncent que la mort ne sera bientôt qu'un souvenir. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Je pense qu'on pourrait faire des soirées entières sur le fait de est-ce que finalement la mort, c'est pas une très belle chose. Mais ce qui est sûr, c'est que des gens attaquent technologiquement cette question de façon très intense. Et il y a quelque chose d'assez fascinant à voir, c'est qu'on est en train de vivre un Big Bang technologique avec des technologies qui sont de plus en plus rapides, de plus en plus petites, de moins en moins chères et d'une qualité et d'un résultat de plus en plus extraordinaire. Et donc il y a énormément de rêves de science-fiction qui d'un seul coup deviennent réalité. Et notamment en préparant ce Barbare Attack, j'ai été confronté à un problème que j'ai pour la première fois en préparant un Barbare Attack. Parce que d'habitude, quand on prépare les Barbare Attack, c'est quand même un peu capillotracté. Il faut chercher des références assez lointaines en disant « Regardez, il y a telle société là-bas qui est en train de faire un truc qui a l'air ridicule. Et puis ce petit truc ridicule pourrait devenir quelque chose de géant qui va menacer telle industrie établie. » Et alors là, sur la santé, c'est plutôt l'inverse. Il y a une explosion d'initiatives extraordinaires. Juste un chiffre, il y a une plateforme qui s'appelle AngelList sur laquelle vous pouvez aller voir, quand vous êtes un angel référencé sur cette plateforme, les dossiers existants et leur progression. Le tag santé a la plus grande croissance et avec le plus d'argent, le plus de ressources. Et c'est là où il y a le plus de gens qui essayent de faire quelque chose. C'est vraiment une industrie qui est en train d'exploser, que j'ai essayé ce soir de classer en 5 grandes catégories. Alors la première, c'est les innovations qui sont dues à l'avènement de l'information et du data-driven health. C'est le fait qu'aujourd'hui, pour prendre des décisions médicales, on peut s'appuyer sur des datas. Et pour ça, en fait, il y a énormément de phénomènes parallèles qui ont lieu. Et c'est énormément de tendances qui sont en train de toutes converger vers un point commun, qui est que le fait de se soigner va coûter de moins en moins cher, et le fait de se soigner va être de plus en plus efficace. Et donc avoir un impact. Alors, première start-up à découvrir, c'est Augmedix, qui est vraiment fascinant, parce qu'en plus, c'est un domaine, quand vous regardez ce qui se passe, vous avez l'impression d'être dans Star Trek. Avec tout ce que ça a d'extraordinaire. Augmedix, pardon, peut-être qu'ils auront du travail à faire sur leur nom, mais sinon technologiquement c'est assez extraordinaire. C'est des Google Glass que vous mettez et qui donnent tout de suite aux médecins qui vous auscultent une cartographie en réalité augmentée de ce qui se passe et de tout ce qu'il peut faire. Alors ils font cette démo un peu bébête, mais ils montrent pour tester les réflexes, vous avez en réalité augmentée le calcul qui est fait immédiatement de votre niveau de réflexe. À chaque fois qu'un diagnostic est établi, il est enregistré dans le dialogue et stocké dans le dossier médical parce qu'il y a le micro sur le Google Glass qui enregistre l'ensemble de l'interaction. Donc un médecin qui se demande « Tiens, qu'est-ce que j'ai posé comme question à ce moment-là et quelle réponse il m'a donné ?» Eh bien, il y a un transcript qui est fait automatiquement dans le dossier médical sécurisé du patient parce que ça a été enregistré avec les glaces. Vous pouvez aussi, à un moment, il montre, c'est vraiment fascinant, je vous invite tous à aller voir la vidéo. Il y a vraiment beaucoup de vidéos à aller voir ça, vous pourrez vous faire une séance du samedi soir. Il vous montre que vous pouvez, en temps réel, pendant un diagnostic, aller demander un second opinion, un avis d'un expert, parce que les Google Glass sont connectés avec un système de vidéoconférence. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à travers les Google Glass, en fait, vous pouvez avoir accès à toutes les informations que vous avez stockées sur vos patients. Et ça, cette digitalisation de la médecine a une première conséquence. Alors en France, c'est un sujet dont on parle depuis très longtemps. En préparant ce Barbare Attack, j'ai parlé à des gens qui m'ont dit « Ah, mais de toute façon, le dossier médical électronique, ça fait 15 ans qu'on m'en parle. Ça n'existera jamais, c'est impossible. Il y a beaucoup trop de gens à mettre d'accord en termes de sécurité, etc. » Sauf qu'il y a un phénomène qui est en train de se passer. C'est que les gens, en fait, sont beaucoup plus à l'aise avec les données personnelles en ligne grâce au Facebook, grâce au Twitter et grâce à tout ça, qu'ils ne l'étaient il y a 10-15 ans. Et que donc, pour la première fois, ils n'ont pas besoin d'attendre qu'une autorité certifie les données, parce que la sécurité des données n'est plus un enjeu. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les gens seraient forcément très contents d'avoir leurs données médicales ouvertes librement en ligne. Ce n'est pas le point. C'est juste que l'inquiétude vitale de se dire « mon dossier médical va être disponible ou pas » est quelque chose qui est beaucoup moins présent chez les gens, et notamment chez les jeunes gens,
que ça l'était il y a 10 ans. Et donc, on est en train de voir en fait des gens qui sont en train de prendre cette question du dossier médical par la porte des données et par la porte du stockage. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de Scanadu? Il y en a un seul qui a dit oui. Alors, Scanadu, c'est une boîte fascinante parce que c'est... alors déjà, ils ont une pitchline que seuls les Américains savent faire, même s'ils sont belges. Send your smartphone to med school. Et en fait, c'est un device qui se connecte à votre téléphone portable et qui permet, sur une base journalière, de prendre tous les diagnostics physiologiques qui peuvent être importants pour vérifier votre état de santé. Donc, vous verrez dans 3 secondes que je ne suis pas médecin, mais si j'ai compris, ils prennent votre pression artérielle, ils prennent votre température, ils prennent votre respiration, ils prennent votre toxicité sur la peau, vous posez votre doigt et ça vous dit l'état de vos bactéries. Ils prennent vos urines, ils ont des capteurs à urine que vous pouvez mettre dans les toilettes, donc c'est une petite sonde que vous mettez dans les toilettes, et donc ça prend les urines tous les jours, et ça détecte un certain nombre de présences de bactéries dans les urines. Et tout ça est centralisé sur un petit device que vous pouvez envoyer à la personne de votre choix. Et alors ça, c'est ça qui est extraordinaire avec ces devices-là, c'est que d'un seul coup, votre dossier médical, en fait, vous en êtes propriétaire, vous ouvrez l'accès, vous fermez l'accès comme vous voulez, et c'est plus une autorité qui va gérer une sorte de carnet de santé version électronique. C'est en fait un ensemble de devices interconnectés qui vont chacun produire de la donnée et toutes ces données vont être envoyées à la personne de votre choix. Alors, quel est le niveau de sécurité ça? C'est un peu comme la sécurité de votre carte bleue sur Amazon. C'est que tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Si un jour il y a un problème, espérons que Scanadu soit suffisamment gros pour qu'ils puissent y survivre. Et puis de toute façon, si ça arrive trop tôt, c'est pas grave, ils mourront et puis un autre prendra le dessus. Mais finalement, cette libération par rapport à la métastructure et par rapport aux autorités et sortir de toute réglementation vis-à-vis de ça, c'est quelque chose que ces startups-là font avec énormément de force et elles le font beaucoup plus vite que les autorités réglementaires ne peuvent aujourd'hui appréhender ces phénomènes-là. Et notamment aujourd'hui, les objets comme Scanadu sont soumis en fait finalement à pas grand-chose en termes de régulation, à part qu'ils ne vous donnent aucun conseil médical, qu'ils vous encouragent, dès que vous avez la moindre problème, à aller voir un médecin, et qu'ils font un intermédiaire hyper informé pour les médecins chez qui ils vous envoient. Alors, ils ont implémenté des features assez amusantes, du genre, si votre fièvre dépasse un certain seuil, ça appelle malgré vous un médecin, pour éviter qu'il y ait le moindre problème. Ça peut être de la médecine très préventive. Alors, Scanadu, c'est la version la plus aboutie et la plus... Alors, c'est une société belge qui a été exfiltrée sur le campus de la NASA par Singularity University. Et aujourd'hui, Scanadu intéresse énormément la NASA pour une raison extrêmement simple, c'est qu'ils veulent mettre un Scanadu avec chaque astronaute. Parce que soigner les astronautes et vérifier l'état de santé des astronautes, c'est aujourd'hui quelque chose qui coûte très cher et qui est très compliqué, avec énormément de devices extrêmement intrusifs. Et la promesse en fait de Scanadu, c'est de pouvoir fournir ça. Ça a été ce qui a fait qu'aujourd'hui, la NASA soutient financièrement cette initiative. Et en fait, c'est une technologie qui non seulement est utile aux spationautes, mais pourra être utile dans quelques années à nous tous ici dans la pièce. Et alors tout ça, c'est le phénomène du Quantify Self. Même le journal Métro a fait un numéro. Quand Métro fait un numéro spécial sur une techno, vous pouvez vous dire qu'elle est massivement adoptée. Vous avez Jobone, il y a WeThings, d'ailleurs WeThings est dans la salle quelque part, qui pourra faire, bonjour, qui pourra faire une présentation. C'est l'idée que en fait, vous allez pouvoir mesurer sur vous. Alors par exemple, ce Jobone là, c'est un bracelet que vous portez autour du poignet, qui va compter le nombre de pas que vous faites tous les jours, qui va vérifier vos cycles de sommeil et vous réveiller au bon moment. Vous avez des devices, WeThings fait un device où vous pouvez regarder votre pression artérielle de façon automatique et le stocker. WeThings a innové en prenant des balances qui envoient à qui vous voulez le résultat de votre poids et ça vous permet de suivre dans le temps votre masse graisseuse, votre masse musculaire et votre poids. Et en fait, toutes ces technologies répondent à un point assez idiot, en fait, qui est que toutes ces datas sont extrêmement riches et elles permettent en fait à toute la chaîne d'en profiter. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'autour de ces datas-là, il y a un alignement extraordinaire. D'abord, il y a un alignement des gens, parce que surveiller sa santé, c'est un réflexe contemporain extrêmement présent dans la tête de la population cible de ces appareillages-là. Alors, la population cible, pour l'instant, elle est urbaine plutôt,
plutôt jeune ou elle a des problèmes. C'est les deux extrêmes quand on voit Quantify Self. Et elle est plutôt à l'aise avec les technologies. Finalement, j'ai l'impression que chez tous ces gens, il y a une prémisse qui est l'information crée le confort, qui est un vieux proverbe du XVIIe, mais qui d'un seul coup, avec le Quantify Self, trouve en fait une expression incroyablement simple. Et alors, donc, la demande est extrêmement forte de la part des gens, qui est alignée en fait avec l'offre, puisque d'un seul coup, l'offre des devices est en train de devenir extrêmement variée et extrêmement importante, qui est alignée avec les technologies disponibles et qui est alignée finalement avec un intérêt d'extrêmement long terme, c'est que les gens se sentent mieux. Mais il y a un enjeu en fait extraordinaire avec toutes ces histoires de santé, c'est qu'aujourd'hui, les dépenses de santé, que ce soit aux États-Unis ou en France ou dans l'ensemble des pays développés, représentent une part de dépenses dans le PIB qui est considérable. Et on le voit avec les lois de programmation de la sécurité sociale et les psychodrames qu'elles créent dans à peu près tous les pays, quand on voit que les États-Unis ont été bloqués pendant 17 jours à cause d'Obamacare. On comprend que derrière en fait, la santé, il y a un enjeu politique structurel, majeur. Et derrière cet enjeu majeur, il y a l'avenir de nos comptes publics et de nos modèles de solidarité. Et derrière ça, il y a donc forcément un enjeu politique qui est un enjeu que tout politicien a envie d'aligner. Parce qu'à chaque fois qu'il y a la démonstration que quelque part, quelque chose peut améliorer la santé des gens et que toute médecine préventive qui peut réduire à long terme les dépenses de sécurité sociale, sont des choses qui, d'un seul coup, trouvent une force publique et un alignement qui sont très importants. D'ailleurs, si vous regardez Obamacare, et on va revenir sur le détail de ça, mais Obamacare, c'est à la fois un pan législatif pour créer une sécurité sociale disponible et qui ressemble un peu à un pays développé et plus à un pays du tiers-monde pour les États-Unis. Mais à côté de ça, vous avez un pan entier dédié à l'innovation et la technologie au sein de l'assurance santé et du healthcare. Et ça a été au cœur du dispositif. C'est comment cette masse d'argent peut aligner les intérêts de tous les providers. Et la data est en fait le cœur de cette médecine de nouvelle génération. Alors, il y a une société extrêmement intéressante qui s'appelle Exploris. Exploris, en fait, c'est une société qui a un métier très simple, c'est de prendre toutes les datas médicales générées par l'ensemble des acteurs de la chaîne. Donc, vous partez du patient lui-même avec le Quantify Self et vous finissez avec les métastructures, les gouvernements, les laboratoires de recherche, les centres épidémiologiques, etc. C'est de mettre tous ces datas dans un seul pot commun dans lequel on peut faire des recherches de corrélation et dans lequel on peut faire des recherches et des analyses pour comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que telle politique publique a eu un impact positif ou négatif sur la santé de tel segment de la population, etc., etc. Et leur métier, c'est d'acheter des données en détail pour les revendre en gros. C'est tout bête et de façon anonymisée. Et c'est là qu'est le point important. Et aujourd'hui, le point important, c'est qu'ils prétendent analyser plus de 100 milliards de data points différents. Je ne sais pas si vous imaginez ce que représente 100 milliards de data points différents. Pas 100 milliards de données, c'est 100 milliards de data points, donc de types de données spécifiques. Et ça, en fait, c'est possible seulement grâce à l'avènement des technologies de big data qui a eu lieu sur les 5 dernières années, qui font qu'on arrive à traiter des niveaux de données de ce niveau-là sans aucune difficulté et pratiquement en temps réel. Si vous regardez l'infrastructure logicielle et matérielle qu'il fallait il y a 10 ans pour traiter ce genre de problème, c'était digne de la NASA. Aujourd'hui, c'est possible de le faire sur des infrastructures relativement peu coûteuses, et notamment grâce à toute la puissance de calcul qui est disponible dans le cloud. Alors l'autre point sur les données, c'est que les données, c'est aussi la communication. Et donc, ce n'est pas simplement des données physiologiques, etc., mais c'est aussi la communication avec les patients. S'il y a un point qui est extrêmement perturbant, à mon avis, dans le métier de médecin sur les 10 dernières années, c'est l'avènement de l'Internet. On est passé d'un monde où le médecin était une sorte de dieu qui descend de sa colline pour nous soigner, et avec tout ce que ça peut avoir de chamanisme, donc prends cette pilule et ne discute pas, à une situation où tout le monde a l'impression d'avoir un cancer parce qu'il a été sur Doctissimo. Et avec toutes les angoisses que ça peut créer. Et alors, je ne sais pas si vous avez des adolescents, il y a une phase au moment de l'adolescence, c'est la découverte d'Internet quand on a le moindre bobo.
et vous voyez les paniques. Genre, ils reviennent en vous disant, voilà tel mot, et ils disent, j'ai telle maladie. C'est quoi ce truc? Le problème fondamental que ça a créé, donc il y a un côté négatif, c'est que c'est de plus en plus dur de gérer les gens, et c'est de plus en plus dur de faire valoir son autorité. Mais il y a un côté extrêmement positif, et ce côté extrêmement positif, on le voit dans les maladies rares et orphelines. Parce que les maladies rares et orphelines, c'est des petits groupes, c'est des gens qui vont très mal, c'est des gens désespérés. Et la technologie a permis quelque chose d'extraordinaire, c'est que vous pouvez les réunir en ligne et faire qu'ils puissent se parler pour s'informer, s'entraider. Et il y a une plateforme aux États-Unis qui est extraordinaire pour ça, qui s'appelle Patient Like Me. Tout est dans le titre. C'est tous les gens qui suivent le même traitement que moi. Et les laboratoires se sont rendus compte que non seulement ce n'était pas une menace pour eux, parce qu'ils auraient pu croire, mais que c'était un test d'efficacité grandeur nature et des feedbacks de données par rapport à leur traitement et aux effets secondaires des traitements, quasiment temps réel. Et aujourd'hui, vous avez des groupes pharmaceutiques américains qui travaillent avec Patient Like Me pour modifier leurs molécules sur une base trimestrielle en l'envoyant à des micro-communautés de patients qui souffrent de maladies rares et de maladies chroniques. Parce que le grand problème, c'est que le suivi médical n'est pas à la portée des médecins. Les médecins ne peuvent pas jouer le rôle. Quand vous avez un traitement qui dure sur 5, 6, 10 ans, vous ne pouvez pas espérer avoir de nos jours le même médecin. Vous pouvez changer de ville, il n'est pas forcément disponible, il ne peut pas forcément répondre à toutes les questions. Vous ne vous sentez pas forcément, ça peut paraître étonnant, mais l'anonymat sur Internet permet à beaucoup de gens de se sentir beaucoup plus à l'aise pour parler de leurs problèmes que dans la relation de confiance avec le médecin. Et pourquoi? Parce que si quelque part le médecin est en train de redevenir un homme comme les autres, ça veut aussi dire que les interactions des patients avec eux sont en train de se désacraliser. Et ça, ce mouvement de désacralisation est un mouvement général dans la société. Et il attaque tous les métiers, les professeurs souffrent, on a fait un barbare attaque l'éducation, j'ai eu le droit à 400 messages de profs. Donc, barbare attaque la santé, je vais avoir le droit à 400 messages de médecins. Mais tout ça sont des réalités beaucoup plus profondes que simplement le micro-phénomène de les gens ont accès à de l'information. Le fait d'avoir accès à l'information change aussi la vision que les gens ont du rapport médical, change profondément la philosophie de leur rapport au traitement. Cette liquidité du savoir, elle a une deuxième conséquence, c'est que c'est de plus en plus difficile pour un médecin de suivre l'état de l'art et l'état d'avancement de la science. Il y a une accélération des découvertes scientifiques et il y a une accélération du niveau de détail scientifique en médecine qui est telle qu'aujourd'hui, un médecin qui voudrait rester absolument on top of edge sur absolument tout ce qui se passe, c'est un effort pratiquement impossible. C'est un phénomène beaucoup plus large. Vous avez aujourd'hui plus de mathématiciens qui sont vivants sur Terre que de mathématiciens dans l'histoire de l'humanité. Ça a une conséquence toute bête, c'est qu'aujourd'hui, plus aucun mathématicien ne peut comprendre l'ensemble des mathématiques. C'est devenu impossible. Et bien, c'est exactement la même chose en médecine. Vous avez plus de médecins aujourd'hui vivants que dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Et donc, il y a plus de micro-disciplines de médecine disponibles qui n'existent de place dans un cerveau même génial. Et aujourd'hui, les Dr House de demain risquent d'être en intelligence artificielle. Et alors, il y a une expérience, alors je ne sais pas si elle est connue ou pas, mais qui est fascinante, qui s'appelle Watson, par IBM. Alors, en plus, ils ont le sens de l'humour, Dr Watson. Watson, en fait, c'est un logiciel de diagnostic, d'aide au diagnostic, en intelligence artificielle et en langage naturel. Donc, comment ça fonctionne? C'est un ordinateur auquel vous pouvez parler comme vous parlez à un être humain. C'est un ordinateur qui est connecté à l'ensemble des bases médicales du monde de façon non structurée. Et alors, c'est ça qui est important. C'est que Watson, tel un humain, est capable d'aller lire des données non structurées. Et il est capable de faire des corrélations avec des articles qui n'ont pas l'air d'avoir de lien entre eux. Et qui est capable d'obtenir un diagnostic avec un taux de fiabilité. Alors, IBM aujourd'hui prétend être à 99,8%. Vous ne voulez pas comparer avec le taux de diagnostic d'un médecin humain, mais sachez quelque chose, rien qu'aux États-Unis, c'est 1 500 000 mauvais diagnostics par an qui ont des conséquences graves. Parce que ceux qu'on compte, ce n'est pas les grippes qu'on prend pour des rhumes. Ceux-là, ils ne sont pas vraiment dans les stats. Les 1 500 000, c'est qu'ils ont donné lieu à un claim d'assurance et à un procès. Parce qu'aux États-Unis, c'est la conséquence de tout ça, c'est que comme la médecine est extrêmement chère et que tout est extrêmement compliqué et que les compagnies d'assurance sont extrêmement violentes, dès qu'il y a le moindre problème,
On va au bout de la chaîne et on attaque le médecin. C'est quand même la chose la plus facile à faire juridiquement. Et donc aujourd'hui, Watson, en fait, est capable de lire des articles, de produire des hypothèses. Alors ça, c'est un point technologiquement très important. Et Watson a été mis au point par IBM pour gagner à Jeopardy. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Jeopardy, mais le jeu Jeopardy, c'est on vous donne des mots et vous devez donner la question. Canari, qu'est-ce qu'un oiseau? Et en fait, c'est un jeu très compliqué parce que y a plusieurs questions possibles en fonction d'un mot donné. Il y a des règles assez obscures que seuls les anglo-saxons comprennent, qui font qu'il faut plutôt choisir telle question plutôt que telle autre. Et en fait, Jeopardy, ils se sont rendus compte que la technologie qu'ils avaient mis au point pouvait être utilisée dans les hôpitaux. Alors Watson, ce n'est pas de la science-fiction. Watson a été implémenté à l'hôpital universitaire de Boston. Si aujourd'hui vous allez aux urgences de Boston, si vous êtes de passage à Boston, je vous invite à faire ça. Vous pouvez aller rentrer aux urgences et vous verrez, il y a des espèces de colonnes avec des écrans auxquels vous pouvez parler. Et en fait, c'est la colonne qui peut vous prescrire un traitement pour éviter d'aller aux urgences. Donc pourquoi ça a été implémenté? Parce que les urgences croulent sous les demandes non urgentes. Et donc vous arrivez, vous parlez à la machine et la machine vous sort une ordonnance si elle estime qu'il n'y a pas d'urgence. Et s'il y a une urgence, bah, vous pouvez passer le sas et rentrer dans la salle. Mais donc aujourd'hui, le filtre pour savoir est-ce que vous rentrez aux urgences ou est-ce que vous ne rentrez pas, c'est une machine entièrement automatique qui le fait. Maintenant, imaginez Watson dans 5 ans, quand Watson va être disponible en ligne pour 50 centimes et qu'elle va pouvoir établir n'importe quel diagnostic de médecine générale. C'est quoi la conséquence de disruption de ça? Alors, ce qu'on me répond très souvent, c'est dire oui, mais il y a quelque chose de formidable, c'est la relation avec son médecin. C'est quelque chose d'irremplaçable. Et ça me rappelle exactement les discussions avec la télécommunication entre le réseau de voix filaire et la VoIP IP. À l'époque, je disais, mais la VoIP IP, c'est génial, ça marche. Et on me disait, non, mais ça ne marchera jamais. Je disais, mais je vous assure, ça marche. Non, ça ne marchera jamais. Et en fait, j'ai mis des années à comprendre que les gens qui me disaient ça voulaient dire ça ne marchera jamais aussi bien. Mais le problème, c'est qu'une innovation n'a pas besoin d'être meilleure pour disrupter un marché. Elle a simplement besoin d'être moins chère. Et quand vous comparez la VoIP IP qui est gratuite à la voix de bien meilleure qualité qui est payante, les gens vont choisir la VoIP IP. Et ça va commencer par qui? Ça va commencer par tous les déserts médicaux. Regardez l'ensemble des lois qu'on essaie d'établir pour remplir les déserts médicaux. D'un seul coup, là, vous avez une solution extraordinaire qui est Watson. C'est que Watson, il peut avoir lieu par téléphone. Alors en plus, imaginez, parce que l'un des grands problèmes technologiques de toutes ces choses-là, c'est que leur interfaçage pour toute personne dépassant un certain âge, qui représente quand même une grande concentration des dépenses médicales de n'importe quel pays développé, ne sont pas faciles parce que les gens ne sont pas forcément technologiquement aptes à pouvoir les faire. Là, vous avez quelqu'un qui peut prendre un téléphone, appeler un numéro et parler en langage naturel à quelqu'un comme si c'était un humain. Et vraiment, leur démo est bluffante. Je vous invite vraiment à aller voir leur démo parce qu'elle est bluffante. Et alors, Watson aujourd'hui est capable de gérer les urgences. IBM prétend que dans 10 ans, il aura appris suffisamment pour gérer tout et prendre le contrôle du monde, mais on verra si ça ira jusque-là. L'autre grande tendance, c'est la médecine personnalisée. Alors, la médecine personnalisée, c'est quoi? C'est l'idée que pendant très longtemps, on a vu la médecine comme quelque chose qui produisait un traitement qui devait marcher pour tout le monde. Puis on a commencé à se rendre compte qu'en fait, mine de rien, notre ADN avait une signification profonde. C'est qu'il signifiait qu'on était différents les uns des autres. Et que donc, on avait des choses auxquelles on réagissait et des choses auxquelles on ne réagit pas. Prenez le cas des intolérances alimentaires, prenez le cas de la flore intestinale, prenez le cas des bactéries produites, etc. Et tout ça, en fait, a énormément de conséquences. Et en fait, il est en train de se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il y a une vague incroyable, c'est le séquençage du génome de moins en moins cher. Le premier séquençage de génome a coûté, je crois, $1 milliard. Ça a été un projet délirant qui a coûté énormément d'argent. Le deuxième séquençage a dû coûter 100 millions. Il y a 3 ans, on arrivait à le faire pour 10 millions. Et puis, il y a 23andMe qui a lancé à $10 000. Aujourd'hui, 23andMe, le premier niveau de séquençage, je crois que c'est $300. 99 $ de mieux en mieux. Et en fait, il y a une autre société qui est extrêmement connue dans ce domaine, qui est Ion Torrent Chip, qui est le séquençage temps réel
et permanent pour non seulement voir votre ADN au sens ADN, mais aussi voir votre épigénétique. L'épigénétique, c'est la façon dont les gènes s'expriment. Et donc, c'est une chip que vous implémentez sur vous qui coûte 1 000 $ et qui monitore en fait en temps réel si vos gènes s'expriment correctement ou pas. Et s'il y a le moindre problème. Leur prototype sort à la fin de l'année, là. Ils cherchent des volontaires, d'ailleurs, s'il y a des volontaires dans la salle. Aujourd'hui, c'est une puce qui coûte moins de 1 000 $ à produire. Et vous imaginez qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la médecine personnalisée. C'est-à-dire que bientôt, vous pourrez arriver chez votre médecin et vous posez votre bras sur la table et d'un seul coup, votre médecin a à disposition l'ensemble de vos gènes et tout ce que l'on sait à un moment T sur les gènes. Maintenant, imaginez de l'autre côté un monde de recherche qui tous les jours fait des progrès extraordinaires pour savoir quel gène signifie quoi, quel allèle signifie quoi, quelle épigénétique signifie quoi, et vous vous retrouvez dans la situation où de plus en plus, on va pouvoir prendre des décisions. Vous rajoutez une troisième phénomène par-dessus tout ça, encore une fois IBM et surtout Dassault Systèmes, qui est son grand dada, qui est la programmation biologique. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait dans le monde de l'informatique à modéliser des phénomènes physiques, on va pouvoir le faire le biologique. Et Dassault Systèmes prétend que dans 20 ans, on sera capable de programmer des médicaments. C'est-à-dire qu'on pourra prendre le code génétique de quelqu'un comme une info et en fonction de ça, pouvoir produire des traitements qui seront imprimés et qui vont être développés comme pour soigner. Alors là, ça y est, vous avez tous décollé, vous vous êtes dit, il est complètement fou. Et ce qui est fascinant avec ces technologies-là, c'est que c'est des technologies où actuellement, il y a des milliards qui sont investis de façon privée. Ce n'est pas de la recherche publique. Il y a une façon en général de savoir à quel point on est proche de l'application ou pas, c'est de connaître le pourcentage d'argent public dépensé sur un domaine scientifique et le pourcentage d'argent privé. Et quand le pourcentage d'argent privé dépasse celui de public, ça veut dire qu'il y a un nombre de gens assez impressionnant qui pensent que c'est réel. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne se plantent pas. Il y a eu des grands... l'intelligence artificielle et les années 80, grand raté. On nous avait promis des robots et des voitures qui volent, on a eu Twitter. Mais là, aujourd'hui, on est face à des gens qui croient vraiment profondément à l'idée qu'on va pouvoir personnaliser à ce point le truc. Et alors, l'une des sociétés stars de ce domaine, c'est Bluebird Bio. Si vous êtes spéculateur, l'action est vraiment pas chère en ce moment. Et Bluebird Bio, c'est des traitements génétiques adaptés en fait, à vos grands phénotypes. Donc, ils en sont au stade préhistorique de la médecine personnalisée, mais ils ont déterminé une centaine de phénotypes et ils sont capables de vous donner pour un certain nombre de maladies, alors je ne me souviens plus lesquelles, Preclinical Oncology Program, oui, c'est pour les cancers. Ils sont capables de traiter vos cancers en fonction des gènes que vous avez, qui sont des prédispositions ou pas au type de cancer que vous avez. Alors, l'autre point qu'on est en train de comprendre, alors je n'ai pas tout à fait compris ce que c'était, mais j'ai trouvé ça fascinant. Aujourd'hui, avec ces tests-là, en fait, c'est des tests urinaires non intrusifs. Vous allez sur metabolistic.com, vous faites un test d'urine et ils vont vous prédire la probabilité que vous avez de mourir de telle et telle maladie. Alors, je me sens pas très à l'aise d'en parler là, mais enfin, j'ai pris celui-là parce qu'il avait le plus beau site. Je n'ai vraiment pas compris. Mais vous en avez des centaines. C'est-à-dire que c'est un phénomène généralisé. Des types qui vous disent « Envoyez-moi vos urines, on va les collecter, on va stocker les données et on va savoir quel type de maladie auquel vous allez être sensible », il y en a de plus en plus. Alors évidemment, l'autre point de la santé, c'est aussi l'environnement. Très rapidement, les gens qui se quantifient eux-mêmes se sont dit c'est quand même vachement intéressant de regarder ma pression artérielle, etc. Mais qu'est-ce qui se passe si je respire un air pollué dans ma maison ? Et donc, vous voyez des startups apparaître, comme cette startup dont on est très fier, Airbox Lab, qui moniteur l'air et la qualité de l'air dans votre maison et vous donne des conseils comme déménager si c'est vraiment trop catastrophique. On a aussi un phénomène extraordinaire, c'est le Do-It-Yourself Genomics. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez aller où il y a des centaines d'expériences en open source pour manipuler des gènes et manipuler des bactéries. Et ça, aujourd'hui, c'est une réalité, c'est que vous avez de plus en plus de hackers qui ne s'intéressent plus seulement au numérique, mais s'intéressent aussi au vivant, avec tout ce que l'esprit hacker et tout ce que la culture hacker peut apporter. C'est-à-dire débrouillardise, c'est-à-dire solutions non conventionnelles, c'est-à-dire chemin de traverse
pour répondre à des problèmes. Et notamment, on est en train de voir émerger, et d'ailleurs la France est vraiment à la pointe de ça mondialement, les Biohacker Labs. Et alors, mes hommages vraiment très publics à La Paillasse, qui est un hacker biospace parisien, enfin c'est en banlieue, mais c'est pas très loin, qui aujourd'hui permet à des gens de venir faire des expériences et de trouver des machines et des outils et des méthodes et des échanges et une communauté pour aller fabriquer les bactéries de demain et les traitements génétiques de demain, etc. Et là, par exemple, alors, ils sont en train de fabriquer un séquenceur génétique pour moins de 2000 euros. Vous vous souvenez, le milliard, le million, ils sont en train de fabriquer de toutes pièces parce que vous avez des électroniciens qui rencontrent des généticiens dans un lieu et ils se disent, bah tiens, c'est quand même vachement drôle la façon dont vous faites de l'électronique en génétique. Parce que toutes ces technologies, en fait, elles sont super maîtrisées. Et ils viennent de lancer un truc incroyable, c'est ils proposent à tous les labos de France, parce qu'il y a un grand problème quand vous êtes un labo, c'est quand vous jetez une machine, vous devez payer le recyclage. Et ça coûte très cher. Et ils proposent à tous les labos de France, plutôt que de jeter les machines, de leur envoyer. Ils les démontent, ils récupèrent les pièces viables et remontent des machines avec. Et ils sont en train de fabriquer des machines qui coûtent des centaines de milliers d'euros dans un garage, juste en récupérant des pièces détachées incroyablement bien sélectionnées. Et tout ça, en fait, est en train d'essayer de faire naître une médecine qui est... Donc, on a vu l'information permet la médecine préventive, la personnalisation permet d'avoir des traitements qui sont hyper efficaces et ultra efficaces. Puis il y a une troisième branche qui est en train de naître, c'est la médecine régénérative. Alors la médecine régénérative, la première chose, c'est l'impression d'organes. Qui dans la salle sait qu'on a imprimé le premier organe vivant il y a 6 mois? Vous imaginez? On a imprimé un pancréas. C'est qu'on a créé la première bio-ink. C'est la première imprimante à matière vivante. Et alors, c'est une histoire que j'adore raconter parce que les gens me disent, mais comment on imprime du vivant? Et j'en sais rien. Enfin, j'ai toujours pas compris en fait comment ça marche. Mais en tout cas, c'est là, c'est fascinant et on arrive à imprimer des organes et il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur ces questions d'impression biologique. Et vous avez aussi l'impression 3D évidemment. Et alors, l'un des usages industriels aujourd'hui de l'impression 3D, j'ai découvert une société extraordinaire qui fait dans les quartiers pauvres des États-Unis des soins dentaires en imprimant des prothèses, des couronnes, etc., en impression 3D pour 1/10 du prix d'une couronne ou d'une fausse dent habituelle. Et c'est 1/10 du prix parce que ce n'est pas industrialisé. Là, on est vraiment en pré-série. C'est-à-dire qu'on est face à des technologies qui, lorsqu'elles ne sont pas encore industrialisées, mais encore en pré-série, c'est-à-dire à l'état de prototype, sont déjà 10 fois moins chères que les technologies disponibles sur le marché pour faire la même chose. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est dans les quartiers pauvres, mais qu'est-ce qui va se passer le jour où on va découvrir qu'en fait, ces dents-là sont de bien meilleure qualité que les dents extrêmement chères que vous achetez chez votre prothésiste et en plus bien moins bien ajustées que celles que vous pouvez imprimer en 3D. Alors l'autre grand phénomène, évidemment, c'est l'anti-aging, avec aujourd'hui des sociétés extrêmement puissantes qui s'y intéressent, et avec un Big Bang qui a eu lieu il y a quelques semaines, qui est Google Calico. Google a annoncé qu'ils investiraient 100 millions de dollars par an, de façon illimitée, pour développer, pour prévenir en fait la mort. Et ils vont le financer depuis leur PNL. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens là qui viennent de signer un chèque en blanc. Donc, c'est un type qui s'appelle Bill Maris qui a pitché ça. Il était partenaire chez Google Venture. Et le pitch, il est extrêmement simple. C'est de dire, ça fait 10 ans qu'on connaît le gène du vieillissement. Ça fait 10 ans qu'on sait qu'il y a un gène qui, à un moment, s'active et produit un certain nombre de dérèglements dans le corps qui mènent au vieillissement et à la mort naturelle. Pourquoi on n'inhibe pas ce gène? Et si on ne l'a pas encore fait, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent qui ont été investis pour pouvoir mettre ça au point. Et ce sera la mission de Calico. Et on est prêt à dépenser 100 millions de dollars, ça commence à être une sacrée somme, par an, le temps qu'il faudra, jusqu'à ce que ce soit mis au point. Je vais juste vous donner une analogie. C'est la fondation de SpaceX. SpaceX fabrique des fusées qui vont dans l'espace. SpaceX est capable, pour 1/20 du budget de n'importe quelle agence gouvernementale, d'envoyer des fusées beaucoup plus rapidement, pour beaucoup moins cher et pour 1/10 du coût.
Donc ils ont 1/20 du budget, ils produisent des fusées qui coûtent 1/10 du coût, et parce que ces startups ont l'innovation à leur cœur en fait. Et la grande différence entre 100 millions dépensés dans un programme de type Calico et 100 millions dépensés dans un programme pharma classique, c'est que dans un programme de pharma classique, vous aurez un design par comité. Culturellement, ces sociétés sont capables de faire des paris extrêmement risqués, extrêmement fous, autour d'individualités. Et ils sont en train d'embaucher... en fait, je pense qu'ils vont ouvrir un programme de bourse, vu comme c'est en train d'être structuré. Et ils vont dire, voilà, 10 millions pour toute personne qui essaye quelque chose dans ce domaine. Et donc, ça en fait une dizaine par an. Et ces méthodes-là ont démontré, en fait, par le passé, leur efficacité d'innovation par rapport aux grands programmes normés de recherche et développement. Donc, c'est pour ça que Calico est vraiment quelque chose d'intéressant. Et alors, vous avez une deuxième personne dans l'anti-aging qui est aussi fascinant que Calico, c'est Laura Deming. Alors, Laura a perdu sa maman extrêmement jeune. Toute bonne histoire américaine commence par un traumatisme. A perdu sa maman extrêmement jeune et elle a décidé à ce moment-là de faire des recherches sur la longévité. Elle est rentrée au MIT à l'âge de 12 ans. Elle a obtenu son doctorat à l'âge de 15. Et à l'âge de 18 ans, elle a convaincu un milliardaire qui a très très peur de mourir, qui s'appelle Peter Thiel, de lui donner 1,5 milliard d'euros avec ses copains pour un projet qui s'appelait Lazarus Project et qui maintenant s'appelle The Longevity Fund, qui est un fonds d'investissement spécialisé dans les technologies d'anti-aging. Et alors, ce qui est fascinant en fait avec l'anti-aging, c'est que c'est des technologies qui sont développées par des gens qui ont énormément de moyens pour mettre au point leur bien-être et pour améliorer leur bien-être. Et c'est typiquement le genre de technologies qui, une fois qu'elles ont été mises au point pour une minorité de personnes, peuvent se disperser et peuvent avoir un impact sur le reste de la société considérable. Pendant très longtemps, c'était le schéma militaire. On développait des technologies pour les militaires, c'était pour un tout petit groupe de personnes. Et puis, ça se propageait dans la société à toute vitesse après, une fois que c'était mis au point et une fois que le risque avait été pris. Et bien aujourd'hui, ces milliardaires-là sont capables de prendre ce genre de risque-là et de mettre ce genre de moyens au service de causes qui sont complètement incompréhensibles. Vous imaginez le pitch, bonjour, j'ai 20 ans, je suis un spécialiste de la longévité et je vais choisir les 150 startups qui vont développer quelque chose. Enfin, je vous mets au défi de trouver un financier qui est prêt à financer ça, à part quelqu'un qui a un intérêt vital en fait à ce que ce soit possible et qui est prêt à croire à cette crazy frog, cette petite grenouille folle, parce que quelque part, il y a un espoir extrêmement profond derrière. Alors le dernier champ de disruption, c'est celui de l'intervention. Donc on a vu, l'information produit la personnalisation permet de développer des technologies de régénération. Et alors le point d'après, c'est les technologies de robotique et de chirurgie. Quand j'étais en Californie, j'ai assisté il y a bientôt maintenant 2 ans à la première opération de l'appendice sans aucune intervention humaine. Donc le principe est tout bête, vous prenez quelqu'un, vous le mettez sur un lit, vous le faites rentrer à un endroit, vous le poussez jusqu'à un endroit, vous sortez de la pièce. Et là, il y a des robots qui ouvrent, qui enlèvent l'appendice, qui referment. Franchement, le volontaire est quand même extraordinaire. Vous suturez et puis vous repartez chez vous 2 jours après et quelqu'un vient vous chercher quand même. Le robot, pour amener les gens et prendre les gens, est très compliqué à mettre au point, en fait, beaucoup plus que celui de chirurgie. Et alors, on a un leader français de la chirurgie assistée par robot, qui est MedTech, qui rentre en bourse. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des spéculateurs dans la salle. Vraiment, la valorisation est ridicule. Donc, MedTech a vendu qu'une 20aine de robots, donc ce n'est pas encore la panacée. Mais il y a Intuitive Surgical, qui est son concurrent américain, qui lui en vend 1800 par an. Et 1800 robots d'assistance à l'opération. Toutes ces sociétés-là ont pris le parti pris de l'assistance à l'opération plutôt que de remplacer les chirurgiens. Il y a juste Stanford dans son département de robotique qui a voulu pousser dans la med school le fait de remplacer carrément les chirurgiens, et notamment pour toutes les opérations en zone de conflit et en zone de guerre. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier, comment il s'appelle ce film, Alien, Prometheus. Dans Prometheus, il y a une scène où il y a une opération chirurgicale faite par une machine mobile. Et ça, en fait, c'est quelque chose sur lequel Stanford Med School travaille avec le département de robotique. Et d'ailleurs, le Oussama Ammar qui travaille sur ce sujet-là, ce n'est pas moi. On porte exactement le même nom. Il est Head of Robotique Médicale à Stanford. Et il a un parcours très intéressant parce qu'avant ça, il était chez Google.
et chez Google, ils développaient quoi? Ils développaient des serveurs et de l'intelligence artificielle. Et c'est pour vous montrer comment ce monde-là est en train de conquérir le monde de la santé avec des approches complètement nouvelles, avec des paradigmes complètement révolutionnaires, et avec ce rêve, en fait, un peu de science-fiction qui, je pense, le rêve qu'ils ont tous eu enfant quand ils lisaient des livres, qui est les fameux organes bioniques. Et alors, vous avez la... Je ne sais pas si... Ah mince, il n'y a pas la photo. Il y a une photo très impressionnante de la première jambe bionique implémentée à quelqu'un, qui est une jambe mécanique qui est contrôlée par le cerveau. Parce que depuis quelques années, on connaît la technologie pour lier les nerfs au cerveau, pour aller du cerveau jusqu'à un organe mécanique. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant, et c'est là où on peut voir les temps que les technologies peuvent prendre, c'est que cette technologie est possible grâce à une théorie mathématique qui s'appelle la cybernétique. La cybernétique, ça a été mis au point dans les années 50 par un type qui s'appelle Norbert Wiener, qui a inventé une théorie de la communication mathématique pour modéliser en fait les signaux électriques et comprendre le rapport qu'il y a entre un objet non animé, non vivant et un objet vivant et pouvoir faire ces connexions-là. Et il a fallu 50 ans pour qu'on réussisse la première opération. Et c'est pour ça que face à la santé, en général, on a souvent un scepticisme qui est de dire, mais depuis que je suis enfant, j'entends parler de ça. Je parlais avec Nicolas Collin qui me disait, moi, depuis que je suis enfant, je lis dans la presse que tel robot va nous soigner ou tel médicament va régler tel problème. C'est juste que l'enthousiasme des journalistes est toujours beaucoup plus rapide que les temps naturels que ce genre de technologies peuvent mettre. Mais le jour où ces technologies sont matures, c'est un voyage à sens unique. Parce qu'une fois qu'elles sont matures et qu'elles sont implémentées, après, on ne revient pas en arrière et elles ont immédiatement des impacts extrêmement puissants. La dernière chose, c'est le pouvoir de l'esprit et tout ce qu'on est en train de comprendre sur le bien-être et la santé, non plus du point de vue purement médical, mais du point de vue sociétal. Alors d'abord, il y a l'histoire du cerveau qui est le continent qu'on explore dans notre siècle. Et je ne sais pas si vous avez vu ce $1 billion European Brain Project, où on a décidé de mettre 1 milliard sur la table pour cartographier le cerveau. C'est quand même typiquement, c'est comme le programme spatial, c'est comme ou le décodage du génome, c'est des paris à très très long terme et qui peuvent potentiellement avoir beaucoup d'impact. Mais vous avez aussi en fait tout ce qui est interface cerveau-machine, qui commence à être extrêmement maîtrisée. Et notamment, il y a une société qui développe des technologies qui en fait développe une technologie qui permet en fait de pouvoir visualiser sur un écran la forme géométrique à laquelle on pense. Donc vous pensez carré, ça dessine un carré à l'écran. Vous pensez triangle, ça dessine un triangle à l'écran. Et ça, c'est la prémisse en fait des interfaces de demain. Et alors pour qui c'est mis au point? C'est mis au point au tout début, ça a été financé par les militaires, la DARPA, pour les sièges éjectables lorsque vous êtes dans un avion de chasse. Parce que quand vous êtes dans un avion de chasse, le temps qu'il faut entre le moment où vous décidez d'éjecter et le moment où vous faites le mouvement est extrêmement lent. Ça peut être la seconde qui vous est fatale. Si vous pensez éjection, ça vous éjecte. Alors, j'ai la même question que vous, c'est comment on peut être assez discipliné pour ne pas y penser alors qu'il n'y a pas besoin. Il y a sans doute des sécurités, ça doit s'activer qu'en mode combat, etc. L'autre point, au-delà de ces interfaçages-là et cette vision très, très technologique, il y a aussi toutes les médecines comportementales, et notamment ce qu'on appelle la positive social pressure. On a une start-up ici dont on est très fier, qui s'appelle Air Detox, qui aide les gens à arrêter de fumer, qui a une méthode extrêmement efficace, qui a des taux de réussite extraordinaires. La façon de voir la réussite d'une méthode pour arrêter de fumer, c'est de regarder 6 mois après le début de la méthode, combien de pourcents de gens ont arrêté de fumer. Si vous prenez les méthodes classiques, alors je ne vous parle pas des campagnes du ministère de la Santé qui, elles, de toute évidence, n'ont jamais été mesurées dans leur efficacité, mais Air Detox, en fait, a compris que la thérapie passait par énormément de positive attitude et par énormément de pression du groupe positive. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Air Detox fait? Air Detox vous vend un billet d'avion pour le pays sans tabac. Donc vous achetez un ticket, vous montez dans un vol virtuel, c'est un groupe où d'autres gens arrêtent de fumer au même moment que vous. Et le fait d'être avec des gens qui vivent la même expérience au même moment produit un effet de solidarité incroyable. Et ils ont inventé le social patch. C'est à chaque fois que vous avez envie de craquer, vous avez plein de gens qui vous disent de ne pas le faire. Et c'est bien plus efficace qu'un patch Nicorette. Donc on ne va pas parler de la pharmacie. Et en fait, alors évidemment, la pharmacie aussi under attack. On se demande de plus en plus à quoi servent les pharmaciens. C'est une question qui est vraiment demandée en haut lieu par des gens qui font de la techno.
C'est à quoi sert un pharmacien? Pourquoi on ne remplace pas les pharmaciens par simplement des logiciels? Et tout ça pour vous montrer qu'en fait, on est en train de vivre un Big Bang technologique extraordinaire. Et alors moi, j'ai une question qui m'est tout de suite apparue en fait, après avoir fait ce panorama. Et encore une fois, c'est vraiment en fait ce que je viens de vous montrer, c'est la phase immergée de l'iceberg et la phase la plus sexy. Je vous ai pris toutes les startups qui marchent déjà, qui ont un produit prouvé, qui ont un marché prouvé, etc. Mais vous avez des milliers de startups aujourd'hui qui sont en train d'essayer des choses. Supposez ne serait-ce que 0,1% de ces startups finissent par aboutir, ce qui n'est pas très optimiste, mais seulement ça, et vous vous retrouvez en fait avec des dizaines de sociétés qui vont impacter notre monde et impacter notre bien-être. Donc ce n'est pas négligeable en fait comme phénomène. Et il y a un problème en fait qui apparaît et qui est un problème majeur, c'est pourquoi toutes ces technologies ne nous sont pas accessibles et pourquoi tout ce qui marche n'est pas massivement adopté. Et alors, quand vous vous baladez sur les forums ou les articles, etc., vous tombez très vite sur ce genre de témoignages. Alors, c'est une histoire qui a été anonymisée, parce qu'il y a un procès, apparemment. Mais vous avez un type qui a inventé un Low Intensity X-ray. C'est un petit device comme ça que vous mettez en fait sur la peau et qui permet à un médecin qui regarde dedans de voir si vous avez des fractures, si vous avez tout ce que permet de faire une radio. Il y a 3 différences avec la radio. Ça coûte 1000 fois moins cher qu'un appareil de radio. Donc 1000 fois moins cher, ça commence à être une économie substantielle. On commence à parler d'échelle substantielle. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas dangereux pour l'opérateur. Vous n'avez pas besoin d'être derrière une plaque de plomb de 7 cm qui en fait ne vous protège que de 10% des radiations. C'est pas de bol. Ils sont les plus dangereuses, mais quand même. Et en fait, la troisième différence, c'est que c'est portable et c'est pas très consommateur en énergie. Ça se recharge très rapidement. Et c'est un device qui a été interdit aux États-Unis à cause d'un lobby énorme de la part des fabricants de X-ray qui lui sont tombés dessus pour violation de brevet, pour ça. Et alors, ça n'a pas été interdit parce que légalement, il y avait une bonne raison de l'interdire. Ça a été interdit parce qu'ils l'ont étouffé sous des process et sous des claims juridiques tels que sa société n'a pas pu y répondre. Parce que vous avez 2 façons de gagner un procès. Vous pouvez avoir raison ou vous pouvez être beaucoup plus riche que l'adversaire. C'est les deux façons assez classiques de gagner un procès aux États-Unis. Et donc, si vous ne pouvez pas répondre en fait, aux attaques, vous vous retrouvez dans la situation. Et donc là, on est en présence d'une technologie qui, à cause d'une structuration de marché très spécifique au domaine de la santé, a été éliminée et tuée et retirée du marché. Et alors, pourquoi? Mais cette histoire, en fait, elle est triste, mais elle est extrêmement commune. Et alors, pourquoi? Parce qu'en fait, l'industrie de la santé n'est pas un marché libre. Il y a un côté positif à ça. C'est que ça évite d'avoir des espèces de cinglés qui vendent des trucs qui ne fonctionnent pas et qui tuent des milliers de gens. Donc il y a quand même un enjeu de santé, etc. Donc on peut se réjouir du fait qu'il y ait des autorités qui régulent et contrôlent ce qui arrive sur le marché. Mais il y a une conséquence extrêmement négative à ça, qui est qu'aujourd'hui, vous avez des lobbies extrêmement puissants, qui ont énormément de pouvoir et qui sont capables d'empêcher l'avènement d'innovations qui remettent en cause des rentes. Et alors, vous avez plein de rentes qui sont attaquées en fait, par ces technologies-là. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui ne marche pas, c'est l'avènement classique d'une disruption. En fait, Christensen, qui est un professeur de Harvard qui a essayé de modéliser la façon dont les innovations disruptives arrivent sur un marché, dit que ça commence toujours de la même façon. C'est les low-end users qui sont ignorés de tout le monde, qui d'un seul coup attirent l'œil de l'innovateur. Ces low-end users sont à faible marge, ils ne peuvent pas bien payer, mais personne ne s'occupe d'eux, et une offre naît pour répondre à leurs besoins. Puis il s'avère que cette offre, grâce à ces utilisateurs-là, s'améliore et rentre dans un process d'innovation beaucoup plus rapide, parce que c'est un process de quelqu'un qui a faim, et qui veut développer de mieux en mieux. Et en fait, le marché se renverse. Parce que d'un seul coup, les high-end users se rendent compte qu'il y a une solution qui est beaucoup moins chère, et de bien meilleure qualité qui leur a échappé. Vous savez, c'est tous les gens qui sont passés au téléphone portable alors qu'ils avaient des téléphones dans leur voiture. Le téléphone dans la voiture, ça coûtait une fortune. Installer un dispositif pour mettre un téléphone dans une voiture, c'était un luxe inouï. Puis d'un seul coup, n'importe qui avait dans sa poche quelque chose de bien mieux que ce truc-là. Et donc les téléphones dans les voitures ont disparu.
Et c'est des sociétés entières qui ont disparu parce que c'était un marché extrêmement lucratif d'installer ces sociétés-là. Et en fait, ce schéma-là, parce que c'est un domaine régulé, ne fonctionne pas parce que les lobbies aujourd'hui contrôlent l'ensemble de l'approvisionnement de l'argent. Et l'argent, il est où? Il est dans les sociétés d'assurance, qu'elles soient publiques ou privées. Mais aujourd'hui, une technologie médicale n'existe que si elle est prise en charge par une assurance. Et il y a un lien en fait extrêmement organique entre les sociétés d'assurance et leurs rentes, et de l'autre côté, les grands pourvoyeurs de technologies médicales et de tout ce que ça veut dire. Les autorités, alors d'ailleurs, enfin, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là, mais il y a des centaines de livres qui ont été écrits sur les autorités de régulation dans ce milieu-là et leur lien avec l'industrie pharmaceutique, etc. Et en fait, tout ça est un monde qui aujourd'hui empêche toutes les innovations d'arriver. Aujourd'hui, les technologies les plus impressionnantes en médecine, etc., sont en train d'apparaître dans les pays du tiers-monde parce qu'ils n'ont pas ce genre d'obstacle-là. Et d'ailleurs, Scanadu, en fait, explique qu'aujourd'hui, que son premier marché, c'est les pays émergents. Ce n'est pas les pays développés. Les gens sont beaucoup moins protégés et ont beaucoup moins d'informations et donc sautent des étapes technologiques. Comme l'Afrique a installé comme premier réseau la 4G. Forcément, ils ont le meilleur réseau 4G du monde parce qu'ils n'ont pas à rembourser le réseau 2G, 3G et je ne sais pas quoi qui a été mis avant. Quand vous prenez des pays comme la Chine, ils ont une telle définition de la propriété intellectuelle que d'un seul coup, lancer une société de générique, c'est beaucoup plus simple que n'importe où ailleurs sur Terre. Il y a beaucoup moins de brevets à respecter, etc. Et donc, ce path traditionnel de low-end vers high-end qui fait qu'une innovation se finit par se faire adopter a l'air cassé. Et je pense qu'il y a un autre chemin, et qui est le chemin qui a déjà été adopté dans un certain nombre de disruptions technologiques qui ont exactement la même structuration, qui sont l'énergie et le transport. Je ne sais pas si vous connaissez Tesla, mais Tesla, c'est une société qui aujourd'hui est en train de révolutionner l'industrie automobile. Et Tesla, en fait, a une façon toute bête pour l'avoir fait, c'est qu'ils ont fait ce qu'on appelle une high-end disruption. C'est qu'ils ont pris le segment de clients le plus favorisé et ils ont fait payer leur recherche et développement et leur développement par ce segment-là. Donc, ils ont commencé par fabriquer une Ferrari électrique. Et puis, cette Ferrari électrique a permis de payer une berline de luxe électrique. Et là, le lancement de la berline de luxe électrique est un tel succès qu'ils vont lancer une berline moyen de gamme l'année prochaine. Et si c'est un succès, ils vont lancer une Clio électrique. Et vous voyez comme ils sont descendus, en fait, dans la chaîne. Ils ont commencé par les clients les plus privilégiés pour descendre jusqu'aux clients les moins privilégiés. C'est quelque chose qui pourrait tout à fait se passer dans la santé parce qu'il y a un spectre en fait, de la segmentation client qui sont les gens les plus riches qui sont capables de mettre et d'investir dans leur santé beaucoup plus que le commun des mortels et sans aucune considération pour le fait que ce soit remboursé ou pas. Et ils ont des caractéristiques de customer development qui sont extrêmement intéressantes. La première, c'est qu'ils sont extrêmement demanding dans leur attente. Vous pouvez parler à tout médecin qui a une clientèle aisée, vous verrez à quel point ça peut être un enfer d'avoir ce genre de clients. C'est d'un seul coup, leur niveau d'exigence sont extrêmement élevés. La deuxième chose, c'est qu'ils ne sont pas du tout cost sensitive. Ils ne vont pas prendre quelque chose parce que c'est remboursé par leur assurance. Ils vont prendre quelque chose parce que ça va améliorer leur bien-être, ça va améliorer leur longévité, ça va leur permettre de soigner. Donc, ils n'ont pas cette sensibilité au coût. Donc, on peut bâtir sur ces populations-là des business extrêmement rentables. La troisième chose, c'est qu'ils valorisent énormément le fait de pouvoir avoir énormément de facilité dans leur pratique médicale. Ils valorisent le fait d'avoir accès à n'importe quel moment à leur médecin et à des horaires pas du tout classiques. Et ils valorisent aussi le fait de voir ça comme un investissement. Ils voient leur corps comme un actif et ils voient ça comme un investissement. Et ils sont prêts à faire un investissement considérable en échange de retours sur investissement extrêmement faibles. Et en fait, tout ça, c'est un terreau extraordinaire pour l'innovation. Et c'est un terreau qui permet en fait de pouvoir, sur cette population-là, démontrer quelque chose, parce qu'il y a quelque chose d'amusant en fait. C'est que malgré le fait que ce soit la population la plus demandante, malgré que ce soit la population la plus exigeante et que ce soit les technologies les plus avancées, on est en train de se rendre compte que tous les providers de ces personnes-là ont des marges beaucoup plus élevées parce que la technologie réduit exponentiellement les coûts.
Et il y a un cas fascinant à regarder en ce moment. Il y a une clinique extrêmement technologique qui a été ouverte en Suisse avec un tarif d'accès complètement dingue. Et ils viennent de rentrer en bourse. C'est financé par Swiss Re. Swiss Re, c'est le grand assureur, réassureur suisse. Et cette clinique, en s'introduisant en bourse, a révélé l'état de ses comptes. Et ils ont un EBITDA de 90%. 90% d'EBITDA, en fait, c'est une situation toute bête. C'est que comme ils ont fourni le plus haut niveau technologique, le plus haut niveau de qualité, et que dans le même moment, toutes ces technologies sont en train de s'écrouler, ils se sont mis en fait à gagner de plus en plus d'argent parce qu'ils ont simplement maintenu leurs coûts. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas si ce sera eux qui auront cette ambition ou un autre, mais ils auraient les moyens aujourd'hui de partir à la conquête de segments beaucoup moins rentables, mais beaucoup plus larges. Parce que le problème de ce segment-là, c'est qu'il est extrêmement rentable, mais sa croissance est limitée dans le temps. Alors que vous avez, à partir de ça, en fait, un segment beaucoup plus large en descendant dans les qualités de marché. Et le jour où, en fait, on réalisera tous que ces technologies sont plus efficaces, beaucoup moins chères et beaucoup plus intéressantes pour le commun des mortels, il va se passer un alignement entre l'intérêt, ça va devenir complètement évident, et il va se passer un alignement incroyable entre l'intérêt des patients et l'intérêt des sociétés d'assurance. Et alors c'est là où on a un point, c'est que même si on est dans une industrie où vous avez par exemple l'ordre des médecins, c'est typiquement le genre d'institution avec qui personne ne peut parler. C'est une institution qui est réfractaire au dialogue depuis des années. Mais c'est une institution qui, à cause de cette clientèle-là, va avoir un problème de réalité à affronter. C'est que le jour où cette clientèle qui sera extrêmement favorisée aura bénéficié de quelque chose que notre instinct démocratique voudra rendre accessible à tout le monde, ils ne pourront plus opposer un principe de précaution. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand obstacle à toute l'innovation dans la santé, etc., c'est ce principe de précaution qu'on oppose à peu près n'importe quelle initiative comme un réflexe. Et l'autre point qui va se passer, c'est que ça va être une opportunité politique extraordinaire. Vous avez un marché de 13% de notre PIB sur lequel vous pouvez capter des économies d'échelle et sur lequel vous pouvez faire énormément d'argent. C'est forcément une opportunité économique qui va être incroyable. À un moment donné, des gens vont se rendre compte que si vous robotisez un travailleur dans une usine, vous économisez un SMIC. Si vous robotisez un chirurgien, vous économisez 300 000 euros par an, 400 000 euros par an. Vous voyez bien l'opportunité économique. C'est que vous le vendez combien, votre robot? 20%, 30% de l'économie, même 10% de l'économie. Ça reste incroyablement rentable. Et la grande thèse, et alors là c'est le moment prospectif de la soirée, comme ça je prends un pari et on se revoit dans 10 ans. La grande thèse que je fais, c'est que ça va devenir un enjeu politique majeur parce qu'on va vivre exactement ce qui s'est passé, la sécurité sociale va vivre exactement ce qui s'est passé avec Obamacare. C'est que Obamacare a dans son pan législatif une partie extrêmement importante dédiée à l'innovation, qui est autour de plein de dossiers, le dossier électronique médical, le Blue Button, vous avez la partie financement, incitation fiscale pour mettre des innovations, une réforme de la FDA sur qu'est-ce qu'on accepte comme médicament, quels sont les nouveaux process biotechnologiques pour tester, qu'est-ce qu'on accepte comme données fiables ou pas données fiables. Et en fait, derrière une réforme du système de santé, c'est l'ensemble du dispositif d'acceptation de la technologie qui a été adopté, parce que la dette est telle qu'on n'a plus de choix que de faire des économies. Et quand vous regardez sur cette industrie aujourd'hui, la seule façon de faire des économies, on l'a vu, là on est en train de limiter le grand amendement du jour, on limite le plafond autorisé par les mutuelles pour que les médecins contrôlent leurs honoraires.